Bonjour Roland Tonéikès, analyste politique, journaliste. Bonjour Carole Olaye, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Omar Adeyonjo, bonjour. C'est vrai que je ne t'ai plus annoncé, j'avais annoncé la C'est pas bien dernière grave. fois Mori Arnaud Agua. Il va quand même nous retrouver dans les tout prochains jours, ça c'est certain. Oui, plaisir à Dieu. Alors, nous démarrons par l'atelier qui se tient depuis hier à Cotonou, où les membres de la Sénat et de l'Assemblée nationale se retrouvent pour s'approprier le nouveau code électoral. Oumar Adeyandjo. Oui, quoi de plus normal? On sait que notre pays se rapproche de plus en plus vers des élections qui sont, on va dire, très importantes. Et ce code-là se mérite d'être, donc, comme vous l'avez dit, approprié par tout le monde. Tout le monde doit pouvoir donc, le connaître convenablement, surtout les députés, les membres de la Sénat. C'est eux qui travaillent justement avec cet ensemble de lois donc, qui vont donc, régir donc, les élections prochaines chez nous. Les députés, pourquoi pas, c'est essentiel parce que ce sont eux les législateurs. S'il y a des défaillances, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à revoir, c'est eux donc qui ont cette lourde charge-là, les membres de la Sénat, parce que c'est eux qui travaillent avec, c'est eux qui utilisent cet ensemble de lois comme outils, comme éléments principaux pour faire donc la mission que l'État leur a confiée. Bon, c'est un bon préparatif en vue des élections, c'est une très bonne chose. Roland Tonéikès, nous l'avons assez martelé ici, le besoin de revoir, de relire ce code électoral. Aujourd'hui, ou depuis hier, j'allais dire, les députés à l'Assemblée nationale et les membres de la Sénat s'approprient les différents textes. Ma première question, c'est d'abord de savoir si le temps est bien choisi, le moment est bien choisi. Parce que pendant que les voix s'élèvent pour qu'on revoie, en tout cas qu'on relise ce code électoral et qu'on essaye d'apporter des corrections, c'est en ce moment que les membres de l'Assemblée nationale, en tout cas les députés et les membres de la Sénat vont à un atelier d'appropriation de ce code électoral. Cela suppose que, est-ce qu'elle a dit que cet atelier vient confirmer que le code ne sera plus retouché? Je me pose la question. Mais au-delà de ça, ce dont il faut quand même se réjouir, c'est qu'aujourd'hui les députés et les membres de la Sénat organisent cet atelier d'appropriation du code électoral parce que, vous vous souvenez, en 2019, les députés ont voté un code électoral, sont allés demander aux membres de la Sénat de leur expliquer les dispositions, qu'ils vous souviennent. Et donc, fort heureusement, aujourd'hui, il y a cet atelier qui permettra aux uns et aux autres de comprendre les dispositions de ce code électoral et de nous éviter ce schéma triste, cette scène triste que nous avons eue en 2019 au cours des élections législatives. Mais je continue de dire sur le fait que, attention, les voix s'élèvent, la société civile parle, différents acteurs électoraux parlent par rapport à ce code électoral. On a pu voir que la Cour constitutionnelle également doit se pencher sur ce code électoral demain jeudi. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples aussi a été saisie par 5 juristes béninois sur la question du code électoral. Donc, est-ce qu'il ne fallait pas attendre peut-être l'issue qu'on aurait pu avoir par rapport à la Cour constitutionnelle, par rapport à la CADHP, parce que les élections, quand même, c'est en 2026. Donc, on peut organiser ça en janvier 2026. Ce séminaire-là ou atelier, on peut l'organiser en janvier 2025 ou février 2025. Donc, qu'est-ce qui presse? Je ne sais pas, mais je me pose la question de savoir. Bon, est-ce que c'est dit que les acteurs qui participent à cet atelier-là valident déjà ce code, quoique les voix s'élèvent pour dénoncer certaines dispositions qu'il faut revoir? Attendons de voir quelle sera la suite. Mais c'est déjà bien. La démarche n'est pas aussi mauvaise parce que... Est-ce qu'on peut espérer que de cet atelier-là, qu'on puisse recommander la relecture Pas évident. On a dit atelier d'appropriation. Cela suppose que quoi? Justement, si on s'approprie et on voit des couacs, on voit des limites, j'estime qu'on peut quand même l'exprimer dans les recommandations. Le problème, c'est que les voix se sont déjà levées. On a vu les députés de l'opposition reprendre, en tout cas interpellés sur la question du code électoral. Ça n'a pas été pris en compte à l'Assemblée nationale. Donc, il y a des députés qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale qui ont voté ce code électoral. Donc, n'espérez pas que c'est au cours de ce séminaire ou atelier qu'on aura des recommandations. Ces députés également participent à ce atelier? C'est ce que je dis, justement. Est-ce a dit que ceux-là aussi valident déjà le code électoral pour accepter qu'on aille à un atelier d'appropriation de ce code électoral?
Oumar Adeyandou. Moi, je pense que ce qui devait rassurer, c'est qu'il y a des députés parmi ceux qui vont donc à cet atelier. C'est une bonne chose. Ce sont eux. On connaît les lois de la République, on connaît les règles de la République chez nous. Ce sont les législateurs qui revoient les textes qui ont été votés par eux-mêmes. C'est à eux que revient la charge donc de revoir les textes, de les réécrire selon donc les objections que les uns et les autres ont par rapport à ces tests-là. Donc, dès l'instant où il y a des députés parmi ceux qui sont à cet atelier de l'appropriation, moi, je pense que c'est rassurant. S'il y a des problèmes, ils vont pouvoir les soulever entre eux et les ramener donc à l'Assemblée nationale. Quel que soit notre commentaire, quel que soit ce que nous disons, on connaît la procédure. C'est l'Assemblée nationale qui le fait. S'il y a des procédures déjà en cours, c'est tant mieux. Si c'est nécessaire qu'on le fasse, il n'y a pas de souci. Mais ce que moi, je veux rappeler, c'est quoi? C'est que chez nous, enfin, pas seulement chez nous, partout au monde, dès qu'il y a des réformes, il y a forcément des réfractaires. Et ça, c'est plutôt normal. Il y a des gens qui sont complètement réfractaires aux réformes, aux avancées, à ce qu'on revoie ce qui était préétabli pour faire évoluer la société. Pas forcément pour faire évoluer la société, parce que la société elle-même évolue et qu'il faut s'adapter. Donc, c'est normal qu'on revoit régulièrement les tests pour les adapter. Maintenant, en le faisant, il y a forcément des gens qui seront frustrés, il y a forcément des partis qui ne sont pas d'accord. C'est tout à fait normal aussi, mais on connaît comment ça doit se faire. C'est par l'Assemblée nationale que ça passe, que chacun donc engage les procédures qu'il faut et on le fera. Pour l'instant, les élections sont prévues, la date est fixée. Il n'y a pas de raison qu'on ne prépare pas donc ces élections-là. Moi, je pense que cet atelier, c'est une bonne chose. C'est le moment pour les uns et les autres. S'il y a des députés de l'opposition, justement, qui sont dans ce groupe-là, qui relient les tests, qui s'approprient ces tests-là, c'est le moment, justement, de bien se préparer, de mieux comprendre les choses pour ne pas se faire prendre, comme on appelle, pour ne pas se retrouver dans des situations très compliquées où on va leur dire, voilà, vous ne respectez pas les normes, les tests sont clairs, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas... Donc, c'est le moment de bien comprendre les tests. Je pense que pour tout ce qui a rapport avec la relecture et tout, il y a des procédures, que chacun engage les procédures. Si ça aboutit, c'est tant mieux. Nous allons poursuivre. Nicéphore Dieudonné Sogo était dans la semaine écoulée à la GDIZ. Il était satisfait de ce qu'il a vu et il a dit critiquer, il répond. Moi, j'estime que véritablement, quand j'ai été clair en disant que oui, quand il s'agit de reconnaître les efforts de développement, il faut les reconnaître. Et quand il s'agit de dénoncer les faiblesses du régime, il faut le faire sans avoir peur. Et Nicéphore Soglo, en tout cas l'ancien président, quand il se rend à la GDZ, apprécie ce qui se fait là-bas, c'est à saluer. Parce que c'est fait pour de sagesse que de le dire, de reconnaître que quelque chose a été fait. J'ai toujours été clair en disant que ce qui a été fait à la GDZ, moi j'ai eu la chance d'aller à la GDZ 2 fois. Une fois avec un groupe, après une fois personnellement, j'ai cherché à savoir. Je suis allé rencontrer, j'ai regardé la maquette, j'ai visité les différents compartiments de la GDZ, j'ai vu ce qui s'y fait et j'ai apprécié. Quoique je suis revenu sur quelques aspects, notamment le traitement de nos compatriotes qui travaillent là-bas. Mais au-delà de ça, c'est que c'est une aubaine pour l'économie du Nord. Ça continue toujours, les rumeurs pour se poursuivre. Oui, bon, on en parlera. Bon, on en parlera toujours parce que le plus important, ce sont nos compatriotes et donc on doit pouvoir les défendre et ça, c'est normal. Mais quand on regarde un peu les efforts de développement sur ce site aujourd'hui, il faut s'en féliciter. Quand on regarde les travaux aux alentours de ce site, il faut s'en féliciter. Et donc, je crois que quand il apprécie ce qui s'y fait, ce n'est pas pour autant mauvais en soi. Donc, on ne devrait pas le critiquer. Seulement parce que ce matin, j'ai vu très tôt une vidéo aussi, parce que le directeur de la GDZ est allé le voir à la maison, lui rendre visite, et donc, il a encore parlé. Mais les commentaires qui ont suivi, c'est ça que je ne partage pas. Parce que quand il parle de politique politicienne, il évoque certaines choses. Je dis, écoutez, qui nous parle quand même? On se connaît au 229. Depuis 90, on a vu depuis 87, à partir de 87 ce qu'il a été en tant qu'opposant, ce que la famille Soglo a été en tant qu'opposant. Donc aujourd'hui, c'est pas à lui de parler de politique politicienne, on sait bien comment ça se passe au 229. Il faut apprécier ce qui se fait. Ce qui est fait par Patrice Talon à la GDZ, c'est à saluer parce que nos ressources sont transformées sur place. Il y a quelques aspects qu'on peut aborder, mais déjà l'idée est bonne, il faut saluer. Donc les commentaires qu'il a pu faire après ça, quand il a reçu le directeur de la GDZ à la maison, je ne partage pas. Bon, c'est moi, c'est mon avis. Mais j'estime que les gens ne doivent pas continuer à le critiquer, parce que c'est une personne âgée dans la République.
et qui, parfois aussi, doit pouvoir travailler à ramener la balle à terre. C'est très important. Et donc, ceux qui veulent à tout prix lui jeter des pierres, parce que je lis un peu partout que les gens disent que oui, il doit dire quelque chose pour que son fils rentre. Oui, c'est normal, c'est ton père de famille. Aucun père ne veut voir son enfant hors de la maison en difficulté. Aucun père ne veut voir ça. Moi qui suis ici, je ne permettrai jamais que mes enfants aillent loin pour souffrir quand même. Donc, quelque part, c'est bien justice, c'est bien possible. Même si c'est le cas, il faut le comprendre à la limite possible. Parce que, écoutez, son fils, Galiou Soglo, tout le temps, ne cesse de critiquer le régime en place. Mais au-delà de tout, il y a des choses qu'on ne dira pas sur un plateau de télévision. Ils se connaissent, ils se voient. Il y a des choses qu'ils partagent ensemble, que je ne dirai jamais sur un plateau, mais ils le savent mieux que moi. Pour vous dire quoi? Au-delà de tout, le peuple aussi doit comprendre parfois certains acteurs. Moi, je le dis clairement. Hein. Écoutez, moi, ce n'est pas moi qui vais me retrouver dans ces positions. Bon, je ne suis pas prêt à renier mes propres opinions. Mais j'estime que les acteurs politiques ont des calendriers bien définis et ont des intérêts bien définis. Et ils savent pourquoi ils le font. Et dès lors que peut-être ce problème est résolu, ne soyez pas surpris de les revoir dans d'autres postures. C'est le terrain politique, malheureusement, sous nos cieux. Omar Adéandou. Oui, pour moi, c'est un débat de boutiquier parce que j'aurais tant aimé qu'on n'en parle même pas parce que le président Soglo, enfin, ceux qui en parlent, ceux qui critiquent le président Soglo, moi, je pense qu'ils n'ont pas une bonne compréhension de ce que doit être la politique. Et donc, on doit dépasser ces genres de débats-là. En fait, le président Soglo, c'est qui? C'est un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui met le Bénin au-dessus de tout. Le Bénin, c'est la priorité pour lui. Quand quelque chose marche dans le pays, il doit pouvoir dire oui, ça marche, c'est bien. Il dit la réalité des choses. Il a vu ce que tout le monde voit et il a dit ce que tout le monde dit. En matière de réalisation sur le plan infrastructurel, le président Soglo, le président Talon, il fait un beau travail. Et que le président, comment on appelle, Soglo se lève et le dise aujourd'hui, moi je ne vois rien d'extraordinaire, je ne vois rien qui puisse quand même, inciter certains à vouloir donc, le critiquer. Et si vous regardez très bien, qui sont ceux qui le critiquent aujourd'hui? C'est les mêmes que lui défend d'habitude. Ce sont ceux qui sont plutôt donc, opposants au régime actuel. Et on sait comment le président Soglo peut avoir la langue très acérée quelquefois contre donc, ce régime-là. Donc pour une fois qu'il reconnaît que quelque chose est bon, est-ce une raison pour dire non, il a mal, pourquoi est-ce qu'il doit le dire? Non, c'est pas moi. Je pense que c'est pas le niveau de débat politique qu'on doit faire. On doit dépasser ces genres de débats. C'est pas très intéressant. Cela ne veut pas dire, quand on dit que quelqu'un a bien fait quelque chose, cela ne veut pas dire qu'on partage forcément sa vision du Bénin. Cela ne veut pas dire qu'on partage ses opinions. Voilà. Donc il faudrait que les gens puissent reconnaître cela. Faire la part des choses. Voilà, il fait la part des choses et laisse le monsieur tranquille. Il a dit ce qu'il a vu. Il a apprécié ce qu'il a vu. Quand Soglo mettait les pavés partout au Bénin, moi, je suis un enfant né à l'étranger. Et quand on était donc à l'étranger avec mes parents, j'entendais le commentaire que les gens faisaient. Pourtant, au Bénin même, tout le monde n'était pas satisfait. Mais là-bas, à l'extérieur, les gens disaient, mais ces Béninois, là, ils sont quand même assez ingénieux. Hein. Va voir dans leur rue, ils ont mis des pavés. C'est vrai qu'ils n'ont pas de grands moyens, mais c'est extraordinaire, c'est beau. Voilà. Donc, c'est comme ça. Un pays, quand ça avance, il faut le reconnaître. Quand il y a des tares aussi, il faut le reconnaître. Le terrain politique n'est pas le lieu où on vient pour dire ce qu'on pense comme on veut. Non, c'est pas ça. On dit la réalité, on dit ce qui est. Voilà. Donc pourquoi vouloir jeter la pierre à ce monsieur? Parce que tout simplement, il a dit, voilà, ce monsieur fait quelque chose de bien dans un cadre bien précis, voilà comment il travaille et nous en sommes très fiers. Ouais, le problème, nous sommes tous des fils du Bénin. Sécurisation des espaces publics, le préfet Kodja prend des mesures strictes contre la vente à la sauvette sur son territoire. Oui, quand on regarde un peu la vente à la sauvette sur nos antennes, notamment dans les feux tricolores, ça amène à craindre pour ces personnes. Notamment juste, moi quand je sors de ma rue, ce que je vois au Carrefour Kéréko déjà, c'est très important. Il faut réglementer cette affaire-là parce que parfois il y a beaucoup de risques d'accident. On vous dira qu'ils ont besoin de gagner leur vie. Non, je suis le premier à défendre ces personnes qui sont en difficulté. Et c'est bien logique quand les gens disent ça. Ce n'est pas faux. Parce que combien sont-ils à avoir les moyens pour aller louer une boutique? Combien sont-ils à avoir les moyens pour aller prendre, comment vous allez appeler, des places dans les marchés? Ça, c'est réel. Jusque, il faut trouver la formule peut-être de les orienter vers un site.
Moi, j'estime que dans ce cas de figure, ça doit faire appel au social du gouvernement et de tous les acteurs pour aider ces personnes. Vous avez des gens dans les feux qui ont besoin de vendre peut-être quelques bananes séchées ou bien du fruit à pain grillé et autres là, frit, pardon. Et puis quand vous voyez tout ça, c'est des gens qui sont en difficulté, qui ont des moyens, besoins. Mais le problème, c'est que oui, aujourd'hui, dans les feux tricolores, c'est source d'accident, c'est pas sécurisant parce que vous voyez comment est-ce qu'il faut se faufiler entre les véhicules, c'est pas bon pour les conducteurs. C'est normal. Donc, quand le préfet décide ça, je crois qu'il n'y a rien de mauvais en soi. Seulement que c'est qu'est-ce que nous, communauté, nous faisons pour ces personnes. Parce que je l'ai dit, vous voyez, je connais une jeune fille, je donnerai juste son exemple. Elle est pas loin de ma zone, je l'ai vue, elle est allée au BPC, elle a échoué, elle n'a plus de moyens, personne pour la soutenir. Et qu'il y a un moment, les parents lui envoyaient des lignes de savets, elle vendait, et subitement, je la vois dans le feu là, et elle vend. Soit aujourd'hui, c'est comment vous appelez, du petit cola, et puis après, vous voyez sur sa tête des bouteilles de cajou. Donc, elle a commencé à faire ça, et c'est ce qu'elle fait maintenant pour manger. Donc, c'est des cas sociaux. Il faut maintenant penser à qu'est-ce qu'il faut faire. Soit ces personnes, il faut les recenser et voir comment est-ce qu'on va travailler à leur reconversion, et voir comment est-ce qu'on peut aider certaines personnes parmi ces personnes dans le lot, voir comment est-ce qu'on peut les mettre ensemble, peut-être leur trouver des emplacements spécifiques pour vendre. Moi, j'estime que c'est normal qu'il faut les dégager dans les feux tricolores. Mais quand on finit de les dégager, qu'est-ce qu'on a fait? Dans les feux tricolores, c'est un besoin instantané, j'allais dire. Oui, les gens achètent. Mais quand ils seront sur un site, est-ce que les populations iront vers elles? Non, le problème fondamental, c'est que quand on aura fini de dégager nos artères, les gens n'auront d'autre choix que de se rendre dans les marchés. Dans les marchés, donc, justement. vous voyez, donc, ça ne veut pas justifier le fait que oui, parce que les gens viennent, ils ont un besoin instantané, ils achètent. Non, non, non. Dès lors qu'on va dégager vraiment, effectivement, les gens et qu'on va les orienter vers des sites, on va dire, voilà, dans tel marché, vous avez tant. Les Béninois n'auront d'autre choix que de se rendre dans les marchés pour aller acheter. C'est parce qu'on n'a pas cette culture-là qu'on pense que, bon, dans les feux tricolores, on a besoin. C'est vrai que dans les feux tricolores, vous allez voir des gens qui vendent des papiers torchons que nous mettons dans les véhicules, d'autres qui vous vendent des petites choses. Justement, c'est pour ça que je dis c'est un besoin instantané. Oui, mais pas forcément que ou même d'autres en prennent juste pour encourager ces bonnes dames qui sont dans les feux et qui n'ont pas forcément ce besoin-là. J'avoue que oui. Quand c'est comme ça, on peut se dire que ces dames, sur quoi elles comptent même? Je me demande, c'est la question que je me pose. Parce que le besoin, quand tu vends des bananes frites, par exemple, des bananes frites dans les feux, beaucoup de personnes ne sont pas censées venir acheter dans la rue parce que c'est quelque chose qu'on mange. Mais il y en aura forcément des personnes de bonne volonté qui vont vouloir encourager cette dame-là et prendre même plus qu'il n'en faut. J'essaie de vous comprendre, mais je dis une chose. Mais quand c'est comme ça, pensez-vous que cette personne qui est au volant de son véhicule, qui n'a forcément pas besoin de cet achat-là, va descendre pour aller dans un marché ou pour aller... Moi, il m'est arrivé d'acheter déjà dans des supermarchés les bananes frites. Oui. J'en prends régulièrement même dans les supermarchés. Forcément. Pour vous dire quoi? Si vous avez l'habitude de manger ça, et que vous y ressentez le besoin, vous n'avez pas besoin d'attendre un feu tricolore pour l'acheter. C'est-à-dire que nous n'avons pas la culture d'aller dans les supermarchés, dans les marchés pour acheter certaines choses. Parce que les gens vendent ça à la sauvette. Nous avons cette habitude. Voilà. Donc, dès lors qu'on va supprimer ça, les gens n'auront de choix que de s'orienter vers les marchés et les boutiques. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Pour dire quoi? Au fond, oui, je comprends à première vue que les gens ont besoin de survivre et que c'est la meilleure manière pour ces personnes-là de survivre. Et je leur dis, ils n'ont pas les moyens d'aller louer une boutique ou d'aller prendre une place dans les marchés. Mais il revient à l'État central de réfléchir. Parce que de la même manière qu'on a recensé les plus pauvres, à qui on envoie de l'argent par mois, on peut de la même manière recenser ces personnes dans les feux tricolores. Justement, des centres de formation pour voir comment les reverser, par exemple. Vous voyez des enfants les former dans des activités secondaires. Vous avez des enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans qui vous tendent les petits colas dans les feux tricolores, qui ne vont pas à l'école. J'en ai vu, j'ai donné l'exemple de ce petit-là que j'ai vu, grelottant à 23 h au Carrefour Kékou, là, au pied d'un mur. Grelottant. Et bizarrement, je viens là, mais tes parents sont où? À 23 ans, donc on peut trouver la formule pour récupérer ces personnes. Pour pouvoir les former dans mais il faut véritablement que les feux tricolores soient libérés pour éviter des accidents
au conducteur. Après, c'est le conducteur qui est en faute, hein, parce qu'on dit, vous l'avez vu, non? C'est parce que vous avez... Il y va également de l'embellissement de nos villes. Voilà. Oumar Adeyanjo. Moi, je pense qu'aucune raison, absolument aucune, ne devrait justifier le fait qu'on permette aux gens de vendre dans les feux. Les voies ne sont pas faites pour qu'on vienne vendre sur les voies publiques. Et quand vous regardez comment on appelle ce que fait le préfet Koudia et tout son staff, c'est sur les grandes voies. Sur les grandes voies, il empêche que les gens gênent la circulation. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Comment est-ce que vous pouvez permettre à quelqu'un de s'asseoir sur le trottoir et vendre? Un trottoir où, à tout moment, une voiture peut dérailler et finalement se retrouver donc sur le trottoir. Et on va dire non, pour moi, parce que les autorités permettent aux gens de s'installer sur les trottoirs, voilà, l'accident, voilà. Et c'est là qu'on va accuser finalement les autorités. Pour une fois qu'ils sont proactifs, reconnaissons-le. Et puis, deuxième chose, ce n'est pas en permettant aux gens d'aller vendre sur le trottoir, d'aller vendre aux abords des feux tricolores, on va régler le problème de la misère. Ça ne veut absolument rien dire. Déjà, c'est vrai, cette manière de vendre, là, mettre des choses, un étalage sur la tête, se promener de quartier en quartier, de petite rue en petite rue, ça fait partie de nos habitudes en Afrique. Ça, c'est quelque chose qu'on a en nous. Dès qu'on est dans la maison, on entend quelqu'un qui crie « tomate, non, ouais. » Enfin, on sort tout de suite « tomate, non, ouais. » Et puis, on en achète. C'est normal, c'est comme ça chez nous. Mais on n'empêche pas les gens de le faire dans les quartiers, dans les ruelles. Voilà, dans les ruelles. Personne n'est allé dire aux gens pourquoi est-ce que vous le faites. Dans les allées des marchés, on n'empêche personne de mettre son étalage sur la tête. Donc, l'argument de la misère, de la pécuniosité qui règne, c'est ça qui justifie. Non, cela ne doit pas justifier le fait qu'on le retrouve sur les grandes voies. Les grandes voies, c'est non. Les grandes voies, c'est non. C'est notre vitrine. On n'a pas besoin d'exposer notre misère au monde. Non, moi je pense, à mon avis, c'est ça. Maintenant, une fois que tout cela est réglé, qu'on a mis tout le monde, c'est-à-dire dans les petites ruelles, continuer. Êtes-vous allé au Nigeria? Oui, mais c'est pas une bonne habitude. Je vous dis, au-delà du Nigeria. Le phénomène sévit plus. Au-delà même du Nigeria, dans les pays occidentaux, nos cousins, nos frères vont là-bas instaurer la même chose. Au niveau même des Champs-Élysées, le plus belle avenue du monde, comme disent les Français. OK? Au niveau de cet endroit-là, les gens vendent à la sauvette là. Et c'est les Africains en grande majorité qui le font. Vous vous rendez compte? Donc, le problème est un peu partout. Cela, ce n'est pas parce que le Nigeria le fait que non, ce n'est pas ça. On n'a pas besoin d'exposer donc la misère, de dire non parce que non, on n'arrive pas à s'en sortir. Un jeune garçon va se remettre dans la rue et vendre des petits colas, comme vous l'avez dit. Non, ce n'est pas ça. Ça ne veut absolument rien dire. Dégageons tout ce monde-là. Vous voulez vendre les petits colas, regroupez-vous quelque part. Tout le monde sait là où on peut acheter désormais donc les petits colas. On ira là-bas pour acheter les petits colas. C'est vrai, quand nous on est dans la circulation, tout ça, ça permet à chacun, de temps en temps, on en achète tous. Tous. Je ne me dédouane pas, j'en achète aussi. Mais je dis et je répète, ce n'est pas le lieu pour vendre. Un accident peut survenir à tout moment. C'est pour notre propre sécurité que les autorités le font. Et donc, moi, je salue donc ce travail-là du préfet Koudia. C'est une bonne chose. Et j'ai même assisté à ça 1 ou 2 fois. Je vais vous dire, c'est à Calavi, sur le pavé qui quitte, je ne sais pas moi, et qui quitte Carrefour, là-bas, vers Tankpa et autres. Une fois, je les ai vus, les bonnes dames qui vont autour du grillage de comment on appelle, de Ita. Voilà, tout ce monde-là, je voyais comment on les dégageait. Mais je sortais d'une voie, moi j'ai rencontré une vendeuse d'arachides à qui on n'a rien dit. Elle est dans l'avant là-bas, elle n'a rien dit à personne, elle n'est pas en pleine rue. Voilà, donc ils savent ce qu'ils font. Dégageons vraiment les voies, laissons les voies libres, évitons de combrer la circulation. Moi, je pense que c'est essentiel aussi. Construction sur les espaces déclarés d'utilité publique, les mises en garde du gouvernement. Oui, écoutez, nous avons l'habitude, en tout cas, cette histoire de la terre appartient au premier occupant fait que beaucoup de personnes se permettent d'aller s'installer sur les espaces publics, en tout cas qui est dédié à l'État. Quand vous allez construire là-bas, on vous dégage. Moi, j'estime que oui, il faut dégager. Purement et simplement, il n'y a même pas de... En fait, je ne suis pas dans la logique de protéger l'indiscipline ou l'incivisme. Moi, je suis clair sur un fait. Si vous êtes vraiment en difficulté, prenez vos discussions pour trouver des solutions, plutôt que d'aller vous mettre dans la situation où on vient vous casser encore. Vous n'avez pas les moyens. Le peu que vous avez, vous allez vous installer sur des espaces publics qui ne vous appartiennent pas. Et parfois, il y en a avec les risques que vous connaissez. Et il y en a même qui vont, vont s'installer même en mettant des matériaux définitifs. Alors que ce n'est pas l'héritage de votre papa. Écoutez, il faut les dégager.
Il faut les dégager. Parce que moi, j'estime, avec la situation qu'on a connue à Fidjosé, c'est vrai qu'on a défendu les gens qui étaient à Fidjosé, où on a dégagé les gens pour mettre les cocotiers. C'est vrai qu'on les a défendus. Mais avec la situation aujourd'hui, il faut décourager toute personne pour que demain, nos enfants n'arrivent pas encore à défendre ça. Écoutez, le monde évolue. Parce qu'à un moment donné, des gens sont allés s'installer sur l'espace public. Et c'est vrai que l'État est resté muet pendant des années, pendant 40 ans, 50 ans. C'est levé un jour, on les a dégagés. On a eu de la peine pour ces personnes, on les a défendus. Mais avec ça, tout ce qu'on a vu là, les gens se permettent de faire ça encore. Non, il faut qu'on les décourage une fois pour toutes. Je ne serais pas d'accord de voir peut-être un de mes enfants devenir journaliste et en train de défendre encore des gens qu'on dégage comme ça, alors qu'entre-temps, on a défendu ça. Et ils ont vu, ces gens-là ont vu les parents dégagés, et puis c'est d'autres personnes parents dégagées, et c'est ces personnes qui ont pris le risque d'aller s'installer sur les espaces publics, et après on veut dire quoi? Et ça, c'est un premier point. Deuxième chose, on a parlé des pylônes, c'est les espaces publics. J'en parlais, je ne sais pas où j'étais dans la semaine encore, je crois que j'étais dans une localité, à Wamé, voilà. Je vois des garages sous les pylônes, je vois des boutiques sous les pylônes. Et je suis même allé dans un garage, et il y a même un peintre là qui travaillait, j'ai dit mais c'est pas possible. Avec le risque qui est là. Mais il faut les dégager. Moi, je suis prêt même à être devant même l'équipe qui va dégager. Et leur montrer que oui, j'accompagne ça. Parce que demain, quand ils vont y avoir des cas d'incendie, des problèmes, on va dire que oui, l'État n'a pas réagi, l'État n'a pas réagi. Il faut que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous soyons conséquents. Ah non, il faut que nous soyons conséquents. Parce que quand vous mourrez là, vous mourrez pour vous, vous ne mourrez pas pour l'État. Patrice Talon ne viendra jamais s'installer là. Encore moins Claudine Talon, encore moins Lionel ou bien Karen Talon. Donc vous avez d'être pauvre. Et au lieu de vous contenter de la pauvreté, de trouver les moyens pour vous sécuriser, vous voulez vous offrir, vous voulez vous exposer pour mourir gratuitement. Et vous voulez penser que l'autre va oublier ses priorités pour venir vous défendre. J'estime que d'ailleurs même pour cette opération, je suis prêt même qu'il commence même dès aujourd'hui ou demain. Pour aller dégager, casser tous ceux qui sont là. Oui, c'est un manque d'incivisme, mais criard, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que vous voyez les conséquences que ça a eu, par exemple, sur certaines infrastructures de la République, sur certaines institutions même de la République, où des espaces étaient réservés pour ces infrastructures-là et qui ont été grignotés petit à petit et finalement, il ne reste que des portions. Prenez un peu l'université d'Abomey-Calavi. À un moment, les gens ont crié. Et si on n'avait pas tapé du poing sur la table à un moment, même l'université d'Abomey-Calavi, on l'aurait grignoté un peu plus que ça encore. Vous voyez? Et chaque fois, les gens s'accaparent donc l'espace public et pensent que c'est la propriété de leurs parents. Moi, je vais vous dire, j'ai un exemple. Et je vais pas dire, je n'ai pas envie de le dire sur ce plateau, mais s'il y a des autorités qui s'en chargent et qui s'approchent de moi, je peux leur révéler donc ce que je sais. Ça dit que c'est un espace qui est dédié à une institution de la République. Je ne vais même pas dire à une université publique, et université qui, je crois, c'est des langues, c'est dans la zone d'Apapa. Et il y a une infrastructure qui est inachevée, qui a été donc bâtie sur ce terrain-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans ce bâtiment inachevé qui appartient donc à l'État. Ils vivent, non seulement ils y vivent, mais ils font leur petit commerce devant comme si c'était leur maison. Un espace clôturé, devant laquelle on a même bien mis la pancarte de comment on appelle, de l'enseigne donc de l'Institut universitaire. C'est peut-être le gardien du site. Non, je ne pense pas. Et c'est des dames, elles vendent de l'essence, elles vendent tout là, et elles vivent là, tu vois, elles ont barricadé avec des pailles délimitées. C'est-à-dire, quelquefois quand je suis dans mon bureau, je regarde de loin et puis je les observe, je dis, mais ces gens-là, vraiment, c'est extraordinaire. Hein. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? Et on fait des enfants là, on fait tout là. Donc, vous voyez, c'est des habitudes qu'on a et après on crie, enfants naissent là, les petits-enfants naissent là. Voilà, et on crie, oh, c'est notre territoire, notre papa était là avant, c'est ci, c'est ça, alors que vous savez que c'est un espace public. Ça n'a jamais appartenu à qui que ce soit dans votre famille. Mais vous grignotez, vous vous appropriez le bien public. Moi, je pense que c'est de l'incivisme qu'on doit combattre et j'espère que les autorités ne vont pas lâcher du lest et vont véritablement combattre ce fléau. C'est un fléau également qui, pendant très longtemps, a sévi dans le pays. Maintenant qu'on veut mettre de l'ordre dans ce secteur-là aussi, c'est une bonne chose. Des naufragés en difficulté, en détresse, plus précisément en Guinée équatoriale. Des Béninois naufragés en détresse. Malheureusement, ça ne finit pas cette affaire. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Moi, j'estime que oui, il faut maintenant commencer par faire un contrôle et puis il faut aller sensibiliser dans nos localités. Parce que le véritable problème, c'est la question de sensibilisation
et d'assurance qu'on peut donner aux jeunes. Vous imaginez, je l'ai dit, dans certaines localités, en fait, le fait de reléguer au deuxième ou au dernier rang certaines réalités ou les problèmes de certaines communautés, c'est le terreau fertile pour ces pratiques où les gens veulent aller en aventure risquée. On parle de 60 Béninois oui, quand même. veulent aller en aventure risquée. Et puis après aussi, c'est ça aussi qui permet aux djihadistes de venir leur faire le lavage de cerveau pour les embobiner et les amener dans cette affaire de terrorisme, malheureusement. Cela suppose que aucune région du Bénin ne doit être laissée pour compte, on doit pouvoir travailler. Et cela interpelle les maires de certaines localités, surtout les maires de certaines localités de la partie septentrionale du Bénin. Il y a un problème à régler à ce niveau. J'estime véritablement qu'il faut davantage créer des conditions pour les jeunes. Écoutez, les jeunes sont là. Il y a de la terre, des domaines à emblaver dans ces régions du Bénin, mais malheureusement, quel est l'appui, quel est l'accompagnement? Le papa peut-être fait du coton ou bien du soja, et puis peut-être au terme de la récolte a des difficultés à rentabiliser véritablement pour le coton ou le soja, ou bien la NACAD, qu'on a pu voir ce qui s'est passé dans ces différents secteurs. Et donc, quand on a ça et que le papa n'a pas les moyens, parfois c'est des familles qui cotisent le dernier, en tout cas, essayent de sacrifier la dernière économie pour envoyer l'enfant là en aventure pour lui dire, bon, est-ce que tu as l'espoir de toute la famille? Et parfois, il y en a qui meurent, il y en a qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, qui ont les moyens maintenant et qui aident les familles une fois de l'autre côté de la mer. Donc j'estime que c'est au gouvernant de revoir la politique de la jeunesse, en tout cas, politique de l'emploi également, mais de création de conditions favorables à l'emploi ou à la croissance, à la mobilisation de ressources pour les jeunes. Ça pourrait beaucoup plus faire diminuer cette situation. Sinon, on parle de naufragés, mais écoutez, vous n'avez pas idée de ceux qui sont déjà morts depuis ces derniers jours. Justement, on il y a des gens parle qui sont morts. de 2 décès. Non, 2 décès, c'est peut-être Une femme. Ceux dont ils sont informés. En Guinée Oui, équatoriale. Oui, donc, j'estime que le gouvernement doit réagir à travers le ministère des Affaires étrangères. Et étant donné que les gens vont là-bas de façon illégale aussi, parfois ils ont des problèmes, ils n'ont pas le courage d'interpeller ou d'alerter les services de l'État qui sont dans ces pays-là. Donc, il y a autant de choses à régler. Oumar Adeyonjo. Oui, c'est une situation qui est plutôt préoccupante et ne pas réagir en ce qui concerne nos autorités, que ce soit les autorités équato-guinéennes, que ce soit même les autorités du Bénin, c'est faire preuve de non-assistance à personne en danger. Et il faut forcément aller vers ces personnes-là. C'est vrai que c'est des personnes qu'on peut critiquer, c'est des personnes qui n'ont pas compris grand-chose. L'herbe n'est pas forcément verte ailleurs. Il faut faire très attention. Ce n'est pas tout ce qu'on nous miroite qui est vrai. On parle du Gabon, on parle de Malabo, Guinée équatoriale, on parle, enfin, dans certains pays africains en tout cas, où les Béninois, quand ils vont, ils deviennent immensement riches et reviennent. Ce n'est pas tout le monde. Les efforts que tu vas faire pour avoir de l'argent là-bas, si tu fais les mêmes efforts ici, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas les moyens. Pas les mêmes réalités. Non, même si ce n'est pas complètement les mêmes réalités, mais vous savez, quand on s'y donne, arriver là-bas, c'est vrai, vous allez voir, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Les gens se disent, tel travail, je ne compte pas pouvoir le faire ici. Je n'ai pas du tout envie de faire tel travail ici, c'est dégradant pour moi, c'est réducteur, ma famille, non, je ne suis pas d'une famille, je ne peux pas faire ça. Et quand on quitte ici, on va là-bas pour aller faire ces genres de travaux-là, ces genres de métiers, tes petits métiers, qui finalement se révèlent être des métiers porteurs. Alors que peut-être que si tu avais initié peut-être ce projet-là ici, en faisant ton petit atelier de vulcanisateur, tu es tranquille dans ton coin, mais tu aurais eu les mêmes sous. Tu aurais gagné ta vie de manière normale. Il y a des vulcanisateurs qui s'en sortent très bien également ici au Bénin. Parce que la plupart du temps, quand les gens vont là-bas, c'est pour aller faire des petits métiers. Passer sur l'eau, c'est pas la même réalité. Risquer sa vie. Ce n'est peut-être pas la même réalité. Je suis d'accord. C'est pas le même traitement non plus. La rémunération. Je suis complètement d'accord avec vous. Justement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Oui, mais le mieux vivre. Le mieux vivre. Et beaucoup, je vous le dis, c'est sincère, il y a beaucoup qui disent non, je préfère aller faire ça ailleurs que de le faire ici, parce que j'estime que ce n'est pas un métier qui c'est de la même manière que les Nigériens sont nombreux ici à cirer une chaussure. Voilà. Et de la même manière aussi, beaucoup de Béninois, plutôt que de rester au Bénin, préfèrent aller à Lagos pour aller travailler. Donc vous voyez, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas complètement contre, mais je dis, allez là-bas de la bonne manière. Ne risquez pas votre vie. Vous croyez que s'ils ont les moyens
pour pouvoir aller là-bas de la bonne manière. Pourquoi ne pas chercher les moyens? Il ne faut pas Donc, rester. attendez, parce que vous n'avez pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les moyens, vous leur conseillez d'aller comme ça en aventure, en se mettant sur l'eau, aller se tuer. On analyse. Dans l'analyse, il faut dire également ce qui n'est pas bon. C'est pas Justement. bon. Parce que vous pensez que vous amène n'avez pas à les dire moyens. ce qui n'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. C'est pas parce que vous n'avez pas les moyens. Vous avez envie d'aller au Gabon, passez par la bonne manière. Préparez-vous, faites ce qu'il faut faire. S'il faut balayer les rues, faites tout ce que vous avez à faire, économisez votre argent et allez au Gabon par la bonne manière. On va au Gabon par avion. Pourquoi est-ce que vous pouvez aller au Gabon, vous êtes obligé d'aller prendre un bateau au Nigeria, des bateaux clandestins en plus, c'est des barques, c'est des embarcations, c'est même pas des bateaux, des pneumatiques quelquefois, sur lesquels on monte et on va à Guinée équatoriale petit à petit, on sort et puis on arrive au Gabon. Ça, c'est risquer sa vie. Et chaque fois, il y a des drames comme ça qui se produisent, mais les gens continuent d'y aller parce que tout simplement, on estime que le traitement là-bas, c'est mieux qu'ici. Bon, peut-être, oui, on ne refuse pas, mais allez par la bonne manière. Préparez-vous correctement, prenez votre argent et montez dans un avion, allez descendre là-bas et faites ce que vous avez à faire. Justement, vous présentez le tableau aussi bien, mais le problème, c'est que, loin d'encourager cette pratique-là, je dis, il y a des choses que nous devons résoudre dans tous les pays africains, notamment en Afrique noire, malheureusement. Parce que la politique de développement, est-ce que ça prend en compte tout? Est-ce que ça rassure? Est-ce que ça crée l'écosystème pour l'épanouissement de la jeunesse? Posons les vraies questions. Je suis complètement quand vous êtes désespéré, que vous n'avez aucun espoir, vous n'avez aucun espoir, prendre un risque ne veut rien dire pour vous. C'est malheureusement ça le problème qui se pose. Je suis complètement d'accord. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que, attendez, pour vous dire que quoi? Moi, je donnerai l'exemple d'un parent qui, dormi, n'avait aucune solution. Mais a dû prendre par le Nigeria pour se retrouver au Gabon. Mais une fois au Gabon, a réussi à réaliser des choses ici au Bénin. Oui, il y a beaucoup aussi. Attendez, il y a beaucoup de... Ils sont passés par des embarcations qui sont morts également. Oui, c'est ce que je vous dis. Il y en a des exemples, mais à n'en pas fini. Donc ceux qui réussissent, ceux qui meurent aussi en chemin, ça existe partout. Roland, vous savez, quelquefois... Non, je vais vous laisser finir, mais je vais juste vous dire quelque chose. Vous savez, quelquefois, le désespoir peut arriver juste par ignorance, simplement. Parce qu'on est ignorant, parce qu'on ne comprend rien, et il suffit d'un petit propos de quelqu'un qui vous recadre, et puis vous vous rendez compte, la lumière se fait dans votre tête, vous vous dites, ah mais attention, j'étais dans Je ne parle pas des aspects. Je ne parle pas des aspects où... Tout ce que vous dites par rapport aux autorités également, je comprends. Il y a beaucoup de travail à faire chez nous. Je ne parle pas des aspects où quelqu'un vous choque, Oumar. Je ne parle pas des aspects où quelqu'un vous choque. Vous êtes né, vous avez plus de parents, peut-être papa là ou maman là, et que vous n'avez même pas d'héritage. Voilà que vous avez peut-être fait l'effort d'étudier jusqu'à un niveau donné. Vous n'avez rien. Vous pensez que tous ceux qui ont fait la vulcanisation ou la mécanique ont trouvé de clients tous les jours? Je suis d'accord avec vous. Donc, ce désespoir, je parle de ce désespoir où vous n'avez aucune issue et où il n'y a aucun cadre formel pour vous aider en tant qu'artisan. Et à un moment donné, vous avez le dos au mur. À un moment donné, vous dites, mais écoutez, je suis ici, je mourrai dans la détresse. Je bouge, même si je mourrais en prenant le risque, je comprendrais que j'ai pris le risque. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas. En fait, je n'encourage pas ça. Mais c'est pour dire quoi? Nos gouvernants doivent davantage réfléchir à quoi faire pour créer l'écosystème, le climat favorable à ces jeunes-là, de s'épanouir dans leur pays. J'ai évoqué la question des jeunes. La plus grande partie, je le dis, et qu'ils m'en excusent, mais le plus grand nombre de jeunes dont on parle dans cette affaire, c'est les jeunes qui viennent de la région du Goût, en tout cas de la Donga. De plus en plus, des femmes osent. Parce qu'avant, c'était des hommes qui vous avez dit que... Aujourd'hui, on observe de plus en plus de jeunes femmes qui prennent également le risque. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes né à l'étranger. Si vous posez la question la question à vos parents, ils vous diront qu'à leur temps là, c'est qu'on leur a dit qu'en Côte d'Ivoire, ça marchait très bien. Et ce qui fait que beaucoup de Béninois se retrouvent être ivoiriens aujourd'hui. Mon père a fait plus de 40 ans au Gabon. Il était un boulanger. Mais je sais ce qu'il a réalisé en étant boulanger au Gabon. Ce que j'ai un oncle boulanger n'a jamais réussi à réaliser ici au Bénin. Ma mère a fait plus de 30 ans au Gabon. Et ma mère, je le dis, avec fierté, elle vendait, attendez, laissez-moi finir. Elle vendait juste de la bouillie dans les écoles, avec des gâteaux le matin. Mais aujourd'hui, elle a sa maison, pas une seule maison. Elle a pu réaliser ça. Pour vous dire quoi? Parfois, le désespoir. Et aujourd'hui, la vie coûte de plus en plus cher. Le climat ne vous favorise pas certaines choses. Je ne prenais peut-être pas de risques comme eux. Mais je dis, il faut que les gouvernants écoutent davantage les populations, créent l'écosystème
en tenant compte des populations dans les politiques de développement, ça va beaucoup plus aider les jeunes. Et j'ai parlé de sensibilisation et d'assurance donnée aux jeunes. Il faut aller dans cette région-là, montrer les images à ces jeunes-là, leur parler davantage, ça peut aussi diminuer le fait. Je vais vous poser juste une petite question. Ok, je vous avais déjà répondu, hein, mais je vais la reposer parce que la répétition est pédagogique. Permettez-moi. Non, je sais. Permettez-moi. Roland, Carole. Vous savez que le journalisme, c'est le traitement qu'on fait des journalistes au Canada, aux États-Unis, dans les pays vraiment occidentaux. Est-ce que ce n'est pas mieux que le nôtre? Est-ce que pourtant vous êtes prêt à aller risquer votre vie sur la Méditerranée où les gens meurent régulièrement? Je vous pose simplement la question. C'est non, malgré tout ce que nous vivons. Non, je vous ai dit que je ne prenais jamais ce risque comme voilà, ça. donc, mais deux personnes, je ne peux pas me mettre à la peau. C'est pas parce que nous, on ne prend pas, on ne peut pas prendre. J'ai commencé. D'abord, notre métier n'est même pas... Non, attendez, vous ne pouvez même pas prendre cet exemple-là. Parce que vous allez là-bas, qui va vous recruter en tant que journaliste? Qui reconnaît votre diplôme? Voilà, il y a tous ces risques-là qui sont déjà là. Donc on ne peut pas se lever sur un coup de tête et prendre le chemin et dire qu'on va exercer, qu'on va exercer ce métier-là. Mais on peut prendre le risque, on peut dire on va aller se chercher et faire des petits jobs par exemple. Il y a des gens qui vont pour aller étudier, mais au finish ne vont pas étudier, laissent les universités pour les petits métiers, la cuisine, la coiffure, et arrivent à gagner leur vie. Tout ça est bien compris. Mais nous ne pouvons pas prendre ce risque parce qu'on n'a aucun avantage, on n'a aucune assurance que ça marche sur ce plan-là. Moi, je vais vous dire, je comprends tout ce que vous avez dit là. D'ailleurs, même je suis un enfant de l'immigration, vous l'avez dit, et je ne m'en cache jamais. Oui, mes parents ont émigré, et c'est parce qu'ils ont émigré qu'ils ont pu me donner cette vie-là aujourd'hui que j'ai pu étudier, j'ai pu faire tout ça. Donc c'est normal, je n'en veux pas à ceux qui y vont. Je le dis et je le répète, et je comprends les raisons pour lesquelles les gens y vont. Mais je dis, pour pas qu'on leur parle un peu, je vous assure, ils vont changer. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour changer la donne. Ce n'est pas la seule responsabilité du gouvernement. Vous savez, ce pays-là, si on dit le gouvernement, on ne finira jamais de construire notre pays et pendant ce temps, les autres vont évoluer. Bon, ça, c'est même pas encore le débat. Parlons de ce qui est. Vous avez énuméré pas mal de situations qui peuvent pousser les gens à partir, à aller risquer leur vie, à perdre complètement espoir. Et moi, je dis, un individu qui a perdu espoir, ok, je ne lui en veux pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas raison de chercher un moyen par lequel il peut s'en sortir dans la vie. Mais je dis et je répète, quand on dit que dans tous les cas, là-bas, là, ça peut être mieux, quand nous on le dit ici comme ça, c'est encourager légèrement la chose. Et il ne faut pas y arriver. Notre propos doit être celui-ci. Écoutez, quel que soit ce que vous avez comme problème, il ne sert à rien d'aller risquer votre vie sur l'eau. Déjà, même qu'on ne sait même pas nager chez nous ici, on n'apprend même pas à nager. Vous voyez? Et vous allez partir sur l'eau, prendre ce risque-là. C'est énorme. C'est-à-dire que rien ne vaut le fait de risquer sa vie. Ce n'est pas parce que je suis orphelin de père et de mère. Ce n'est pas parce que je suis orphelin de père et de mère que je vais mourir aussi. Des actions soient menées. Prenons des risques, mais des risques dont on contrôle quand même un tout petit peu les contours, où on sait que bon, c'est un risque. Dans tous les cas, quelqu'un qui va sur la mer, qu'il sait nager ou pas, quand il va sur la mer, dans la mer, en pleine mer, pour dire qu'il veut faire c'est un risque. On est d'accord? Voilà. Quand vous voulez prendre ce risque-là, prenez le minimum de précaution. C'est ce que je veux dire. On ne va pas aller risquer pour risquer. Le désespoir ne doit pas être une raison pour inciter, par exemple, les jeunes à dire non, c'est le désespoir. Non, mais je crois que personne ici n'a encouragé le fait. Mais quand vous parlez de visa, vous parlez de... En justifiant régulièrement comme ça. Est-ce que c'est facile d'avoir le visa? Il y a plusieurs paramètres. Voilà, donc, il y a plusieurs paramètres qui emmènent justement des actions que le gouvernement peut mener, faciliter l'obtention des visas. Il y a un travail à faire, Carole. Quand vous parlez, c'est comme si moi je ne reconnais pas le fait que nos autorités doivent faire un travail. Il y a le travail à faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut justifier et comprendre. On ne justifie pas. On ne défend pas le phénomène. Au contraire. Quel que soit ce que nous allons dire. Mais il faut trouver la solution à la base. Tant qu'il y a la solution, les gens ne prendront pas le risque d'aller perdre leur vie. Et pendant qu'on n'a pas encore trouvé la solution, essayons quand même de sensibiliser les gens. C'est ce que nous faisons. Quel que soit, même si nous trois, on s'entend ici et qu'on dit on va faire cette sensibilisation, demain matin, il y a des gens qui vont partir.
Vous êtes d'accord avec moi? Donc, raison de plus pour éviter que le nombre de ceux qui vont aller se mettre sur l'eau grandisse. Oumar, disons non à la chose d'abord. Et après, maintenant, réglons les problèmes. On dit non à la chose, mais le gouvernement doit forcément faciliter les choses pour que pas, les jeunes on dit non à la retrouvent. chose. Le gouvernement va faire ce qui lui revient, Voilà. mais les communautés aussi, dans nos Voilà. mairies, les maires doivent travailler, les conseils communaux doivent travailler en créant. Ce n'est pas des maires qui s'enrichissent alors que les jeunes suivent dans leur communauté. Il faut travailler à créer des Le temps est conditions. parti. N'oublions pas les quelques Béninois qui sont là-bas en Guinée équatoriale. Allons les sauver. Justement, Mettons le les trucs en ministère place, voilà. des Affaires étrangères et de la coopération est interpellé afin de C'est de un ramener peu tout le ministère simplement. des Affaires étrangères et de la coopération. Pardon. Coopération, c'est Fofo, premier Wadaï. Bon, d'accord. Le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Il s'agit de Adjadi, Voilà, le ministre Adjadi, voilà. D'accord. Il est interpellé afin de ramener les Béninois qui sont en détresse en Guinée équatoriale. Vous disiez que le Bénin se relance. Non, je parlais des guépards, Oui, mais je me demande si on a encore le temps d'en parler. Je le dis, cette victoire hier va encore nous faire oublier les problèmes du football béninois. On va se réjouir et après on sera encore surpris la prochaine fois. Et j'ai toujours dit, et je le dis, j'assume, le Bénin gagne par hasard et on s'en réjouit et après on voit les vrais problèmes. C'est quand même une victoire. Les problèmes demeurent. J'ai vu un influenceur dire hier quand la Libye a marqué le but à la 9e minute, dit que Kadhafi est mort, pourtant la Libye est en train de marquer le but au Bénin. Non, c'est plus sérieux. Écoutez, c'est un pays en crise. Les gens sont... Le Bénin les bat 2 buts à 0, 2 buts à 1, et on a pu voir aussi même que le Bénin a joué un penalty pour marquer. Et donc, pour vous dire quoi, nous avons un problème au niveau du football béninois. Ces quelques victoires ne doivent pas nous faire perdre de vue la réalité des problèmes du football béninois. Il est temps qu'on s'asseye pour réfléchir véritablement parler du football béninois. Parce qu'il ne sert à rien d'aller distribuer des points ou bien de dépenser nos sous. Parce qu'on affrète un avion spécial. On met les gens dedans, on les met dans des hôtels 5 étoiles. Ils sont bien pris, on prend bien soin d'eux. Mais pour quel résultat? On voit un peu après. J'ai l'habitude de citer notre ami Barthélémy Kassa. Après, c'est Piti. Oumar, très rapidement. Non, mais je suis complètement d'accord avec Roland. Parti. Oui, très rapidement. Moi, je pense qu'il y a des problèmes très urgents. Et puis, battre cette Libye croulante sur tous les plans. La Libye est vraiment croulante sur tous les plans. Ce n'est pas battre cette Libye-là. Non, ce n'est pas une victoire méritée. Non, c'est mérité. Non, ils ont... En fait, ils ont... Il n'y a rien de très élogieux, je veux dire. C'est peut-être une bonne victoire, mais il n'y a rien d'extrêmement élogieux au point où on va qualifier. Et on a beaucoup de problèmes ici. Déjà, travaillons à ce que nos stades soient désormais homologués, qu'on puisse jouer déjà à la maison. Ça va faire moins de dépenses aussi. Voilà. Et les populations aussi pourront aller. Le stade n'est pas homologué. Nos stades, voilà. Donc, travaillons à ce que les instances du ballon rond à l'international et donc homologuent désormais notre stade et qu'on dise, voilà, on peut désormais jouer chez nous. L'apport des supporters également, c'est quelque chose qui est très bien pour vos opinions. pour les joueurs. Pour vos opinions développées sur ce plateau sur différents sujets.